En 2024, la bourse américaine a progressé de 25%. Et vous savez combien l'investisseur moyen a réellement capturé de cette hausse? Seulement 16%. Et j'ai failli être de cela. Mais faisons un rapide retour en arrière. Sur les 30 dernières années, les données de l'Institut Dalbar montrent exactement le même phénomène. Le marché délivre en moyenne 9,6% par an. L'investisseur moyen n'en récupère que 6,8%. Cet écart de 2,8 points par an, 2,8%, ça peut sembler anodin, mais laissez-moi vous montrer ce que ça représente concrètement. 100 000 euros investis pendant 30 ans. Avec le rendement du marché, environ 1,5 million d'euros. C'est ça le résultat. Mais avec un rendement d'investisseur moyen, 696 000 euros. La différence, plus de 800 000 euros, évaporés, pas à cause d'un crash, à cause de nos propres décisions. Donc aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les 3 causes principales de cette hémorragie. À la fin de cette vidéo, vous aurez entre les mains une checklist en 5 points pour vérifier si votre structure d'investissement tient vraiment la route. Pas des généralités, des critères concrets que vous pourrez appliquer dès ce soir. Je m'appelle Alain Poncelas, j'investis mon propre argent depuis 1994, donc si vous comptez bien, ça fait 5 crashs traversés et on est toujours là. Aujourd'hui, j'accompagne 504 clients actifs avec une méthode documentée. Mais pour passer à l'action concrètement, choisir l'ETF adapté à votre situation, configurer l'automatisation de vos investissements, calculer précisément votre matelas de sécurité, j'ai préparé un bootcamp, une formation gratuite sur 7 jours. Un email par jour, 5 minutes de lecture maximum. À la fin de la semaine, vous avez un portefeuille structuré, pas juste des idées ou des principes généraux, des actions concrètes que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement. Pour la formation gratuite, vous pouvez cliquer sur le lien en description de la vidéo. Le premier piège porte un nom que vous n'avez peut-être jamais entendu, mais qui explique à lui seul une grande partie des sous-performances. Ça s'appelle le behavior gap, l'écart comportemental en français. Alors, de quoi il s'agit exactement? C'est très simple et terriblement humain. Quand les marchés montent, l'euphorie s'installe progressivement. Les médias parlent de records historiques. Le beau-frère se vante de ses plus-values et on finit par se dire que c'est le moment d'investir. Donc, on achète. Mais on achète au moment où tout le monde achète, c'est-à-dire quand les prix sont déjà élevés. Et puis, les marchés finissent par corriger, parce que c'est ce qu'ils font toujours. La peur remplace l'euphorie. Les mêmes médias annoncent la fin du monde financier. Le beau-frère ne parle plus de ses investissements et on se dit qu'il vaut mieux limiter les dégâts. Donc, on vend. Mais on vend au moment où tout le monde vend, c'est-à-dire quand les prix sont au plus bas. Le résultat est mécanique. On achète cher, on vend pas cher, l'inverse exact de ce qu'il faudrait faire. Alors, pour rendre ça plus concret, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé pour moi en 2008. En septembre 2008, mon portefeuille était 100% européen. Des actions françaises, un peu d'immobilier espagnol, des comptes en euros. Quand tout a chuté en même temps, j'ai compris que ma diversification était une illusion. Différents actifs dans la même zone géographique, ce n'est pas de la diversification, c'est de la concentration déguisée. Le 15 septembre, le jour de la faillite de Lehman Brothers, j'ai ouvert mon compte titre. Moins 8% en une journée, moins 8. La panique chez moi était totale. J'ai failli tout liquider. J'ai appelé un ami qui investissait depuis plus longtemps que moi. Sa femme travaillait dans une banque. Et il m'a posé une seule question. Qu'est-ce qui a changé dans les entreprises dans lesquelles tu as investi depuis hier? Et la réponse, c'était rien. Rien n'avait changé pendant la nuit. Donc j'ai fermé l'écran. 6 mois plus tard, j'avais récupéré le même niveau de valorisation. Si j'avais vendu ce jour-là, j'aurais matérialisé une perte de 35%. L'ami qui m'a donné ce bon conseil m'a sauvé d'une erreur qui m'aurait coûté plus de 50 000 euros de gains futurs. Et mars 2020 m'a rappelé cette période. Les marchés ont perdu 30% en 3 semaines. On recevait des appels paniqués de clients, je vends tout. Certains l'ont fait, hein. En avril, en mai, on a bien vu. Il y avait eu un rebond de 40%. Ceux qui ont vendu au plus bas n'ont jamais profité de ce rebond de 40%. Ils ont transformé une volatilité temporaire en perte permanente. La bonne nouvelle, c'est que ce piège est évitable. Les études académiques montrent que la discipline, simplement le fait de ne rien faire pendant les crises, résister à la tentation de vendre, ajoute environ 1,5% de rendement par an. Sur 100 000 euros investis pendant 30 ans, ça représente 180 000 euros de différence. Donc, le premier enseignement à retenir, notre principal adversaire en investissement n'est pas le marché, ni la conjoncture économique, ni même la fiscalité, c'est nous-mêmes, notre cerveau avec sa peur, ses emballements. Et maintenant qu'on comprend ce premier piège, on va parler du deuxième. Parce que celui-là est encore plus sournois. Il nous coûte de l'argent sans même qu'on s'en rende compte. Le deuxième piège, c'est celui que l'industrie financière préfère garder discret. On pourrait l'appeler le poison lent, parce qu'il nous tue à petit feu sans qu'on ressente la moindre douleur. Je veux parler des frais, les fees. Quand on regarde les frais d'un produit financier, on voit souvent des chiffres comme 1%, 1,5% par an.
Et spontanément, intuitivement, on se dit que c'est pas grand-chose. Après tout, si l'investissement fait 7% et qu'on nous prélève 1%, il reste quand même 6%. Et ça semble acceptable. En réalité, c'est une erreur de jugement, une erreur de raisonnement qui peut coûter très cher sur le long terme. L'impact réel sur 30 ans, par exemple, sur 100 000 euros à 7% par an, avec 0% de frais, ce qui est théorique mais sert de référence, on obtient 761 000 euros. C'est la puissance des intérêts composés qui travaille pleinement pour nous, avec 0,5% de frais annuels, ce qui correspond à des ETF de bonne qualité. On obtient 653 000 euros. La différence avec la référence est de 14%. Ça reste raisonnable. Mais avec 1% de frais, et c'est là que ça devient douloureux, on n'obtient plus que 574 000 euros. On a perdu un quart du capital final. 187 000 euros uniquement en frais pour un seul point de pourcentage par an. Et si on monte à 2% de frais, ce qui est courant dans les fonds actifs traditionnels, le capital tombe à 434 000 euros. On a perdu 43% de ce qu'on aurait pu avoir. Presque la moitié du patrimoine est parti en frais, les frais qu'on ne voit pas. Le problème, c'est que ces frais se cachent partout et ils sont difficiles à identifier clairement. Je me souviens qu'en 1998, on m'avait vendu une assurance vie que j'avais pas achetée avec 4% de frais d'entrée. Le conseiller m'avait dit c'est des frais standards. J'ai calculé. Sur 10 ans, ces frais me coûtaient l'équivalent d'une année de rendement, une pleine année. J'ai appris à lire entre les lignes. Et c'est à fuir les conseillers qui disent c'est standard. Quand on pose des questions, il faut des réponses précises. D'un autre côté, les frais de gestion des fonds sont plus visibles. Un fonds actif traditionnel prélève généralement entre 1,5 et 2%, voire 2,5% par an. Un ETF indiciel prélève entre 0,07% et 0,2% par an. Une différence massive, on parle d'un facteur de 10 à 20. Mais il y a aussi les frais de transaction. À chaque achat ou vente, le courtier va prélever une commission. Ça peut sembler négligeable sur une opération isolée, mais si on fait 10 transactions par an, on peut facilement perdre entre 1 et 5% du capital en frais cumulés. Jack Bogle, le fondateur de Vanguard, qui est l'inventeur des fonds indiciels, les ETF, résumait bien le problème. La tyrannie des coûts composés, disait-il, peut dévaster le miracle des rendements composés. Donc, la règle que je m'applique est simple, viser des frais totaux entre 0,1% et 0,3% maximum. Comment y parvenir? En utilisant des ETF à bas coût plutôt que des fonds actifs, en limitant les transactions au strict nécessaire et en choisissant un courtier compétitif. Mais ce deuxième piège est maintenant clair et il nous reste le troisième piège. Et celui-là, il concerne spécifiquement les résidents fiscaux français. Parce que l'ignorance de ce piège peut coûter plus de 100 000 euros sur une vie d'investissement. Personnellement, j'ai découvert le PEA en 2005. J'investissais en bourse depuis 1994. Pendant 11 ans, j'avais payé des impôts sur mes plus-values que j'aurais pu éviter légalement. Personne ne m'en avait parlé, bien évidemment, ni mon banquier, ni mon comptable. J'ai compris ce jour-là que l'éducation financière est un privilège de classe, pas un droit automatique. En France, il existe deux enveloppes principales pour investir en bourse. Le compte titre ordinaire, le CTO, et le plan d'épargne en action, donc le fameux PEA. Et la différence entre les deux peut représenter une somme considérable sur la durée de vie d'un investisseur. On va regarder les chiffres. Avec un CTO, les gains sont taxés à 30%. C'est ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique ou la fameuse flat tax. Cette flat tax se décompose en 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Avec un PEA, après 5 ans de détention, l'impôt sur le revenu disparaît complètement. Il ne reste que les 17,2% de prélèvements sociaux. La taxation totale passe donc de 30 à 17,2%. Dit autrement, le PEA permet d'économiser 43% d'impôt sur les gains. C'est pas négligeable. Prenons un exemple concret. Supposons qu'on touche 1000 euros de dividendes ou de plus-value dans l'année. Avec un CTO, après la flat tax de 30%, il reste 700 euros net. Avec un PEA mature de plus de 5 ans, après les seuls prélèvements sociaux de 17,2%, il reste 828 euros. La différence est de 128 euros sur cette seule année. Maintenant, projetons ça sur le long terme. Si on touche 1000 euros de gains par an pendant 30 ans et qu'on réinvestit systématiquement la différence fiscale, avec l'effet des intérêts composés, l'écart final dépasse les 18 000 euros. Et si on passe à une échelle plus importante, un portefeuille de 300 000 euros qui génère 15 000 euros de revenus par an, la différence annuelle monte à 1 920 euros. Sur 20 ans de retraite, avec la composition, l'écart peut dépasser les 100 000 euros.
Quand j'ai préparé mon installation en Suisse en 2023, j'ai dû arbitrer entre PEA et compte suisse. J'ai vu concrètement ce que le choix de l'enveloppe représentait sur 20 ans. Cette expérience a renforcé ma conviction. La structure compte autant que le montant. Alors, vous demandez maintenant pourquoi, si le PEA est si avantageux, il n'est pas plus répandu. La réponse est simple. Les banques traditionnelles gagnent beaucoup plus d'argent avec les CTO et leurs fonds maison à frais élevés, et elles n'ont donc aucun intérêt à vous orienter sur une solution plus favorable pour nous. Voilà pour les trois pièges, le comportement, les frais, la fiscalité. Maintenant, la question qui se pose naturellement, comment s'organiser concrètement pour les éviter? Et c'est là qu'intervient le filtre que j'ai développé après avoir commis moi-même la plupart des erreurs qu'il permet d'éviter. Pour vérifier si une structure d'investissement tient vraiment la route, j'utilise un filtre en 5 points. Je l'appelle SCRAP. 5 lettres, 5 critères. Chaque lettre correspond à une leçon que j'ai payée cash, parfois au sens propre. La première lettre, c'est le S pour sécurité. La question associée est simple. Est-ce qu'on a entre 3 et 6 mois de dépenses courantes en cash ou en équivalent cash, livré à ou en euros, disponible immédiatement? Ce critère, je l'ai ajouté après une période difficile à la fin des années 90, période de chômage, difficultés personnelles, divorce, etc., des comptes vides. Je m'en souviens physiquement de l'angoisse de ne pas savoir comment payer le mois suivant. Cette mémoire corporelle a ancré en moi l'obsession du matelas de sécurité. Alors je me souviens que mes parents, mon père en particulier, gardaient toujours 3 mois de salaire en liquide dans une enveloppe. Ils disaient que c'était pour les urgences. Alors c'était pas un calcul savant, hein, c'était plutôt du bon sens paysan. C'était pas de l'optimisation. Mais cette règle m'a sauvé plusieurs fois. Alors pourquoi est-ce si important? Parce que si on n'a pas ce matelas de sécurité, on s'expose au pire scénario possible. Être obligé de vendre des actions au pire moment. Imaginons la situation, la voiture tombe en panne et la réparation coûte 3 000 euros, ou bien une dépense médicale imprévue, ou pire, un licenciement qui prive temporairement de revenus. Si on n'a pas de réserve de cash, on est contraint de puiser dans les investissements. Et si cette urgence survient pendant une correction boursière, ce qui arrive régulièrement, on vend à perte pour couvrir les besoins immédiats. Alors, comment calculer cette réserve en pratique? Prenez vos dépenses mensuelles incompressibles, loyer, crédit, alimentation, assurance, charges fixes, et vous multipliez par 3 ou 6 selon votre niveau de prudence et la stabilité de vos revenus. Cette réserve doit être placée sur un support accessible en 48 heures maximum. Le livret A est parfait pour ça. Il ne rapporte pas grand-chose, ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'être là quand on en a besoin, pour que les investissements puissent rester investis. La deuxième lettre, c'est le C pour croissance automatique. La question, c'est est-ce que les investissements sont réguliers et automatisés? Est-ce qu'on a configuré un virement mensuel, même modeste, vers le compte d'investissement? En 1994, je n'avais pas beaucoup d'argent à investir. Alors j'achetais 500 francs d'actions par mois, le 15, quoi qu'il arrive. Je ne savais pas que ça s'appelait du dollar cost averaging. Je savais juste que je n'avais pas le temps ni les nerfs pour timer le marché. 30 ans plus tard, c'est toujours ma méthode de base. Pourquoi l'automatisation est-elle si importante? Parce qu'elle nous protège contre notre propre cerveau. Souvenez-vous du behavior gap. On a tendance à acheter quand les marchés sont hauts et à vendre quand ils sont bas. L'automatisation neutralise ce biais en nous faisant investir régulièrement, quel que soit le contexte de marché. Quand les marchés sont hauts, votre investissement achète moins d'actions. Quand les marchés sont bas, votre investissement achète plus d'actions. Sur le long terme, ça lisse le prix d'achat moyen et ça évite le stress de chercher le bon moment pour investir, qui n'existe pas comme on l'a déjà vu. La troisième lettre, c'est le R pour répartition. La question, est-ce que le portefeuille est suffisamment diversifié pour survivre à la faillite de n'importe quelle entreprise individuelle? Cette question peut vous sembler un peu excessive, mais laissez-moi vous rappeler quelques exemples. Wirecard était une entreprise allemande du DAX, considérée comme un fleuron de la fintech européenne. Fraude comptable, faillite, perte totale pour les actionnaires. Nokia dominait le marché mondial des téléphones mobiles. Souvenez-vous, à une époque, tout le monde avait un Nokia 3310. Disruption technologique par Apple et les smartphones. Chute de 90% du cours de Nokia. Kodak, qui a inventé la photographie numérique, a été incapable de s'adapter à sa propre invention. Résultat, moins 99%. Ces entreprises n'étaient pas des startups spéculatives, c'était des géants de leur secteur, des valeurs sûres selon les critères de l'époque. Si on avait concentré l'essentiel du patrimoine sur l'une d'elles, on aurait tout perdu. Pendant 8 ans, j'ai sélectionné mes actions une par une. Je faisais du stock picking. Résultat, 4,2% annualisé de rendement. Un ETF monde sur la même période, 6,8%. Ma valeur ajoutée, moins 2,6% par an. J'aurais mieux fait en achetant le marché et en allant à la pêche. Ce jour-là, j'ai compris que pour 90% des particuliers, le stock picking est une activité de destruction de valeur.
La solution à ça s'appelle la diversification. Et le moyen le plus simple de l'obtenir, c'est un ETF World. Un seul ETF donne accès à environ 1500 entreprises différentes réparties dans 23 pays développés, couvrant tous les secteurs d'activité. Une seule ligne dans le portefeuille, une seule transaction, et on est instantanément diversifié. Si une entreprise fait faillite dans un ETF World, l'impact sur le portefeuille est de l'ordre de 0,07%. C'est négligeable. La quatrième lettre, c'est le A pour absence de pari. La question, c'est est-ce qu'on a plus de 10% du portefeuille concentré sur une seule action ou un seul secteur, 10 ou 15%? Si la réponse est oui, vous ne diversifiez plus, vous pariez. Et les paris en investissement finissent généralement mal. En 2001, je me souviens, Alcatel chutait. J'en avais acheté à 60 euros l'équivalent. À 40 euros, j'ai moyenné à la baisse. À 20 euros encore. À 5 euros, j'ai compris mon erreur. Moyenner à la baisse sur un titre qui s'effondre, c'est attraper un couteau qui tombe. J'ai perdu 80% sur cette position. La leçon m'a coûté cher, mais elle m'a vacciné contre le bien d'engagement. Regardez les chiffres. 93% des fonds gérés activement sous-performent leur indice de référence sur une période de 15 ans. Ce sont des professionnels à plein temps, avec des équipes d'analystes, des outils sophistiqués, un accès privilégié à l'information. Et malgré tout ça, l'immense majorité d'entre eux n'arrivent même pas à battre un simple ETF indiciel. Si les professionnels échouent, pourquoi penserait-on réussir à choisir les bonnes actions? La règle que je m'applique est simple. Aucune position individuelle ne devrait représenter plus de 5, 10, voire 15% du portefeuille total. Au-delà, c'est plus de l'investissement, c'est de la spéculation. La cinquième et dernière lettre, c'est le P pour patience documentée. La question, c'est est-ce qu'on a écrit noir sur blanc son horizon d'investissement? 15, 20, 30 ans. Quelque part où on pourra le lire, le relire. Cette question peut sembler anodine, mais elle est fondamentale parce que la bourse est un instrument profondément schizophrène. À court terme, elle est quasi aléatoire. À long terme, elle est remarquablement prévisible. Les données historiques sont éloquentes. Sur une journée de bourse, on a 53% de chances de gagner de l'argent. C'est presque du pile ou face. Sur un an, cette probabilité monte à 73%. Sur 10 ans, elle atteint 94%. Et sur 20 ans, historiquement, il n'y a jamais eu de période où un investisseur diversifié aurait perdu de l'argent. Autrement dit, si l'horizon est inférieur à 5 ans, la bourse n'est tout simplement pas le bon outil. Gardez cet argent sur des supports sécurisés, livret A, fonds en euros, obligations court terme. C'est pas des recommandations financières, mais si on a 15 ou 20 ans, voire 30 ans devant soi, la bourse devient l'un des placements les plus puissants qui existent. Faisons un calcul simple, 200 euros par mois pendant 30 ans avec un rendement moyen de 8% par an. Au bout du compte, on a versé 72 000 euros de sa poche. Mais grâce aux intérêts composés, le capital final atteint environ 400 000 euros. Les intérêts générés, 328 000 euros, représentent 82% du total. C'est la puissance du temps qui travaille pour vous. Petite astuce pratique, écrivez votre horizon d'investissement sur un papier et affichez-le près de votre ordinateur. Quand les marchés vont chuter de 30%, et ils le feront, c'est une certitude statistique, votre cerveau vous hurlera de vendre pour limiter les dégâts. Et c'est là que ce papier, cette information va devenir cruciale. Donc, 5 questions à se poser régulièrement. Est-ce comme sécurité? Ai-je 3 à 6 mois de dépenses en cash disponibles immédiatement? C'est comme croissance automatique. Ai-je configuré un virement mensuel automatique vers mes investissements? R comme répartition. Mon portefeuille est-il diversifié sur au moins 1500 entreprises via un ETF? A comme absence de pari, aucune de mes positions ne dépasse 15%, voire 10% du total. P comme patience, ai-je écrit mon horizon d'investissement quelque part? Si vous cochez ces 5 cases, vous faites partie de la minorité d'investisseurs qui ont une structure solide. Si vous en manquez une ou deux des cases, vous savez exactement ce qu'il vous reste à corriger. Et si vous n'êtes pas dans cette situation, si vous n'avez pas encore de matelas de sécurité, si vos investissements ne sont pas automatisés, si votre portefeuille est trop concentré, ne vous inquiétez pas, c'est normal. L'infobésité, comme l'appellent les médias, nous touche tous. Trop d'informations, trop de produits, trop de conseils contradictoires. Ce n'est pas votre faute. Personne ne nous a appris ça à l'école. Les banques ont intérêt à nous vendre leurs fonds maison plutôt qu'à nous éduquer. Et notre propre cerveau n'est pas câblé pour prendre de bonnes décisions au bon moment. Il est câblé pour prendre exactement les mauvaises décisions au plus mauvais moment. Mais maintenant que vous avez ce framework, vous pouvez agir. Je sais que certains d'entre vous ont des questions légitimes en tête et je préfère les aborder franchement. Et si j'ai besoin de l'argent avant 15 ans?
C'est une question parfaitement légitime. Et ma réponse ici est simple. Dans ce cas, la bourse n'est pas le bon véhicule pour cette partie de l'épargne. Et c'est tout à fait acceptable. L'argent dont on aura besoin dans les 5 prochaines années doit rester sur des supports sécurisés. La bourse, c'est uniquement pour l'argent dont on n'a pas besoin avant 10, 15, voire 20 ans. Autre question, et si le marché stagne pendant des décennies comme au Japon? C'est une possibilité qu'on ne peut pas exclure. Le Japon a atteint un sommet en 1989 et 35 ans plus tard, 35 ans, n'a toujours pas retrouvé le niveau précédent. Mais le Japon était un seul pays avec une situation démographique et économique très particulière. Avec un ETF World, on est exposé à 23 pays développés différents. Si l'un d'eux stagne, les autres vont compenser. C'est toute la puissance de la diversification géographique. Une autre question, les performances passées ne garantissent pas des performances futures. Absolument vrai. Et je vous remercie de me poser la question. Les 9,6% de rendement historique que j'ai mentionné incluent ce qu'on appelle un biais de survie, le biais du survivant. Les entreprises qui ont fait faillite disparaissent de la statistique. Le rendement réel à attendre est probablement plus proche des 6 à 7% sur le très long terme. Et c'est pour ça que je recommande de baser les projections sur une hypothèse de 6 à 8% plutôt que sur les 10% qu'on voit partout. Mieux vaut être agréablement surpris que cruellement déçu. Et pour ajouter une note d'honnêteté intellectuelle, laissez-moi vous dire ce que je ne sais pas. Je ne sais pas si les marchés vont monter ou baisser demain, ni dans 6 mois, ni dans un an. Personne ne le sait, malgré ce que certains prétendent. Je ne sais pas quelle sera la prochaine crise, ni quand elle va survenir, ni de quelle ampleur elle sera. Ce que je sais en revanche, c'est comment structurer un portefeuille pour être préparé à plusieurs scénarios différents. C'est exactement ce que fait le filtre Scrap, et c'est la seule chose sur laquelle on a réellement le contrôle. Notre propre préparation, notre propre discipline et notre propre structure. Le framework Scrap que je viens de vous présenter, c'est le filtre de diagnostic. Mais pour passer à l'action concrètement, choisir l'ETF adapté à votre situation, configurer l'automatisation de vos investissements, calculer précisément votre matelas de sécurité, j'ai préparé un bootcamp, une formation gratuite sur 7 jours. Un email par jour, 5 minutes de lecture maximum. À la fin de la semaine, vous avez un portefeuille structuré, pas juste des idées ou des principes généraux, des actions concrètes que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement. J'investis mon propre argent avec ces principes depuis 1994, pas de théorie du vécu. 5 crashs traversés et je suis toujours là. Pour la formation gratuite, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de votre écran ou sur le lien en description de la vidéo. Et si vous voulez savoir ce que je ferais si je commençais un portefeuille en 2026, c'est dans la vidéo qui s'affiche.